Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Vous l'avez entendu ce matin sur Sud Radio, Michel Onfray se lance dans la politique. Alors c'est avec son parti, non, attention, c'est pas son parti, c'est Front Populaire qui va se transformer probablement parce qu'il va y avoir une liste souverainiste. Il l'a annoncé en exclusivité. C'était hier sur Sud Radio avec Alexandre Devecchio dans En toute vérité de 11h à midi. Très bon début au passage pour notre ami Alexandre Devecchio, très bonne reprise en tout cas avec cette émission. Michel Onfray qui était en direct des universités d'été de Front Populaire qui avait lieu à Uzès. Nous en débattons avec vous, Éric Revel, Arlette Chabot. Et on commence justement par vous au 0826 300 300. C'est Gérard de Colombes qui est avec nous. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette candidature de Front Populaire, Michel Onfray qui est derrière? Écoutez, moi je suis pas contre, mais tout ça c'est du Zemmour bis. Oui, c'est du Zemmour bis. Pourquoi? Parce que tout simplement Zemmour a essayé de se présenter. Vous avez vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Ouais. Il est où, Zemmour? Est-ce que M. Onfray va faire la même chose? Et puis de toute façon, en France aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le président de la République pratiquement qui fait tout. Donc c'est la présidence de la République qu'il faut viser pour avoir quelque chose. Oui. Bah oui, mais la présidence de la République, vous ne vous lancez pas. Alors, vous dites qu'il devrait faire l'impasse sur les européennes et peut-être avec son parti. Lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut peser dans le débat politique à travers ces questions de souveraineté. Oui, mais regardez Zemmour, là, on l'entend plus du tout. Est-ce qu'il est toujours en France, en fait? Ouais. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup Éric Zemmour alors qu'il avait fait une percée assez importante. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'il y a, par exemple, Sylviane, c'est la question du jour que l'on pose sur les réseaux sociaux. Sylviane, par exemple, dit pourquoi se disperser il existe, par exemple, le Z, vous en avez parlé, mais enfin, ils n'ont pas tout à fait les mêmes points de vue entre Zemmour et Onfray, Gérard. Oui, mais enfin... Non, moi je dis tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Merci Gérard. Si vous voulez réagir, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Éric Revel. Allez, bonne journée. Oui, merci. Bonne journée Gérard. Donc à Colombes en région parisienne. Arlette Chabot, Éric Revel. Est-ce que ce serait une dispersion des voix? Comment prenez-vous cette candidature? Pas directement de Michel Onfray, mais de Front Populaire. Arlette et ensuite Éric Revel. Je crois que Gérard a raison. D'ailleurs, Michel Onfray en parlait hier. Il a dit il y a eu la tentation après Éric Zemmour. On lui disait mais Michel Onfray, faut y aller, vous aussi, entrer en politique. Je pense que quand les partis sont faibles, et notamment faibles en production d'idées, de nouveautés, c'est vrai que les intellectuels sont tentés effectivement d'entrer en politique. Et on a vu à quel point Éric Zemmour a quand même secoué la campagne présidentielle. Après, quand on rentre en politique et quand on est candidat, ce que ne sera pas quand même effectivement Michel Onfray, puisque ce ne sera pas lui qui tirera, comme on dit, mènera la liste. Quand on rentre en politique, on voit que c'est un autre boulot. Et c'est là que l'intellectuel échoue, ce qui est arrivé à Éric Zemmour. En même temps, c'est intéressant que Michel Onfray, effectivement, décide d'agir. Voilà, les intellectuels parlent, conseillent, réfléchissent, mais là, agir. C'est une bonne idée. Je rappelle juste que l'Union des souverainistes de droite et de gauche, il y avait un certain Philippe de Villiers qui avait essayé de rallier Jean-Pierre Chevènement sur ces mêmes idées. Alors ça, c'était des politiques autour des années 2000-2002, ça n'avait pas marché parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Éric Revel, parce que c'est une liste souverainiste au-dessus, en tout cas, des clivages politiques. Il dit où droite et gauche doivent se retrouver, Éric Revel. Oui. Arlette Chabot, comme souvent, a quasiment tout dit. La difficulté pour un intellectuel, on le sait bien, quel que soit le domaine, c'est de passer de la théorie à la pratique, si j'ose dire. Bon, en théorie, c'est vrai que sur le papier, notamment pour les élections européennes, ça pourrait avoir du sens. Pourquoi pas d'avoir une liste Front Populaire, pour une raison très simple, et Arlette l'a dit en quelques mots, parce que le courant souverainiste, c'est vraiment le courant, la discussion de la souveraineté qui anime le débat politique en ce moment dans notre pays. Regardez, le président de la République est fédéraliste, européen, il n'a qu'un mot à la bouche, c'est celle de la souveraineté européenne, il ne parle plus de souveraineté nationale, et d'autres, à droite et à gauche, historiquement, oui, Philippe de Villiers pour la droite, et à gauche, Jean-Pierre Chevènement,
ont souvent mis en avant cette souveraineté. Donc ça peut avoir du sens, à mon sens, pour les élections européennes, précisément parce que ces élections européennes se font à la proportionnelle de liste. Il peut avoir des élus sur la question de la souveraineté. C'est un débat qui agite les Français. Oui, c'est vrai. Imaginez une candidature Front Populaire sur l'élection présidentielle qui est quand même encore très très lourd. On a encore du temps. Là, en revanche, je vois pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc passer de la théorie à la pratique pour un intellectuel, oh là là, oui, c'est dur. Oui. Bon, le mot souveraineté, qui était un gros mot il n'y a pas si longtemps, qui aujourd'hui est au cœur du débat politique. Arlette Chabot, vous l'avez dit, souveraineté énergétique, évidemment, qui est mise en avant aujourd'hui. Souveraineté égale liberté quand même pour un État. On le voit bien en matière énergétique. Le nucléaire aujourd'hui est en difficulté. Notre indépendance énergétique était liée au nucléaire pendant des années. Et donc c'était aussi une souveraineté. Et puis on l'a vu, il y a beaucoup de crises qui sont. La crise, le Covid, on a vu aussi la dépendance que nous avions à l'égard des productions, notamment, alors regardez l'histoire, ça a commencé par les masques, ridicule, les médicaments, on est incapable de faire. Donc la souveraineté, c'est l'indépendance effectivement d'un pays. C'est vrai que c'était un gros mot, souveraineté. On opposait ça effectivement à la mondialisation, les échanges et progrès. Le sentiment national qui était derrière avec évidemment certains relents. Mais souveraineté, c'est pas la même chose, bien entendu. Nationalisme, souveraineté, c'est absolument pas la même chose. En revanche, aujourd'hui, tout le monde, effectivement, d'une manière ou d'une autre, est souverainiste. Donc, ça a du sens d'essayer de rassembler tout le monde, mais ça a aussi très vite des limites, parce qu'on peut être d'accord sur un certain nombre de sujets, sur les productions nationales, sur l'industrie à remettre en route. Mais en revanche, sur d'autres sujets, on va voir qu'il y a des différences entre souverainistes de droite et de gauche. Oui, c'est ça. Il y en a encore des différences, Éric Revel, sur cette question de la souveraineté, sur le curseur, là où il faut le mettre, quoi. Oui, bien sûr, il y a des différences, mais si vous voulez, quand j'entends le président de la République nous expliquer que dans la crise énergétique que l'on traverse, la souveraineté européenne va jouer à plein et que si un pays manque d'électricité, eh bien patati patata, on lui donnera un coup de main. En fait, ça aussi, c'est un raisonnement en théorie, parce qu'en pratique, par exemple, pour l'affaire des masques, vous vous en souvenez au moment de la crise Covid, les États étaient pas du tout solidaires au début. Ils se piquaient même sur les tarmacs les stocks de masques qui arrivaient, parce qu'un État ou un gouvernement veut évidemment le meilleur pour son peuple. Donc même la solidarité qu'on nous vend comme étant le nec et plus ultra de l'avenir européen fédéraliste, même cette souveraineté européenne en cas de crise énergétique, je ne sais pas si elle résisterait longtemps, parce que chacun va vouloir défendre son appareil de production, parce que chacun va vouloir défendre sa population pour qu'elle soit chauffée et d'électricité. Donc si vraiment on avait une crise énergétique profonde, ce qu'on veut... On verra. C'est vrai, on verra. Mais on verra ce que donnera la souveraineté, la solidarité européenne. On verra. Bon, il y aura des réflexes de souveraineté nationale, évidemment, comme il y en a à chaque fois en cas de crise. On peut le regretter ou pas, mais il y a du repli. Alors il y a du repli évidemment sur soi, mais ça va jusque dans les entreprises. Je ne sais pas si vous avez été frappé par ce qui a été dit ce matin, ce document qui est publié par le journal Le Parisien aujourd'hui en France. La SNCF qui pourrait renoncer à faire circuler un certain nombre de trains cet hiver si il y avait des pics d'électricité et donc il y a carrément ce plan. C'est assez incroyable quand même, Arlette Chabot. Au moment où on demande aux gens de prendre de moins en moins leur voiture pour prendre les trains. Ouais, ce qui est terrible avec ces crises, c'est que ce sont des incroyables révélateurs, et encore une fois on l'a vu avec la crise sanitaire, incroyables révélateurs de toutes nos faiblesses, des échecs, des ratés, des loupés, des fautes commises par tous les dirigeants depuis, c'est pas Emmanuel Macron et son équipe, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et donc ce sont d'incroyables révélateurs, c'est-à-dire on se souvient, et Eric le dirait mieux que moi, quand la France devait devenir un pays sans usines, mais un pays de services, c'était incroyable, on ferme les usines, formidable. Aujourd'hui on s'aperçoit à quel point effectivement c'est une tragédie. On fabrique pas nos médicaments, on s'en fout, c'est pas grave. Il y a des médicaments qui sont fournis par les Chinois ou les génériques qui sont fabriqués en Inde. Et on prend ça tout s'aligne et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement encore une fois avec des choix qui n'ont pas été les bons. Et le cas de la SNCF est effarant. Oui, d'un mot, Eric, oui.
Oui, bah bien sûr, c'était l'époque, l'époque où l'économie française devait croître sans entreprise. C'est ce qu'on appelait en anglais le Faberless. À l'époque où Serge Turuc, patron d'Alcatel, expliquait que non, on n'avait plus besoin de centres de production en France, qu'on serait une économie de service. Mais quand même, le déclin énergétique français, il s'est accéléré quand même avec la décision d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, en tout cas, de ne pas investir suffisamment dans le nucléaire. Mais Arlette a raison, ça fait quand même des années et des années. Je regardais un chiffre. Est-ce que vous savez combien on a consacré en 10 ans pour les énergies renouvelables? Eh bien, la réponse c'est 150 milliards d'euros en 10 ans pour développer. Oui, pourquoi pas le voltaïque, 150 milliards en 10 ans. En 10 ans, très bien. Bon, moi c'est le chiffre que j'ai trouvé. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on a investi suffisamment sur la sûreté, sur le renouvellement pour éviter la corrosion de nos réacteurs nucléaires? Bah visiblement non, puisqu'on en a des dizaines qui sont à l'arrêt et qui nous posent un problème grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer la crise énergétique si on avait un parc nucléaire aujourd'hui digne de ce nom et opérationnel? Bah la réponse c'est oui. Mais on a fait autre chose. On a laissé tomber un peu le nucléaire. Merci Eric Revel, Arlette Chabot. Dans un instant, on va continuer d'en débattre avec Valérie Expert sur tous les sujets du jour et ensuite Jean-Jacques Bourdin et André Berkoff.